Si vous vous levez le bonheur le samedi et que vous écoutez la radio RMC, vous me connaissez. Donc ça fait un peu plus de 13 ans que je présente une émission qui s'appelle Le Week-end des experts jardin, de 6h à 8h le samedi matin. Aujourd'hui, je vous parle en tant que président de l'association Promo Jardin, qui est une association de professionnels, d'entreprises, et qui, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis les années 1970, puisqu'elle est née en 1972, étudie chaque année le marché du jardin d'amateur. Et on peut donc dire qu'on a une certaine expérience dans ce domaine. Alors, je vais avoir que 30 minutes pour vous parler de 50 années. Parce que le marché du jardin amateur est né un peu plus tard qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire dans le début des années 60, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé un peu l'exode rural, à savoir donc une première urbanisation avec des gens qui quittaient la campagne pour aller habiter en ville, mais ils avaient quand même envie d'avoir... Au départ, c'était quand même essentiellement de la production vivrière, donc à savoir quand même plutôt du potager. Aujourd'hui, le marché du jardin d'amateurs atteint 7,5 milliards d'euros, chiffre TTC consommateur qui est celui donc de nos études Promo Jardin. Et c'est un marché qui a énormément évolué. Je vais essayer de vous tracer rapidement, parce que évidemment, ça va, si on s'appesantit un peu, ça va être long. Ce qui s'est passé entre le tout début dont je viens de vous évoquer et puis l'évolution du consommateur qui, depuis les années 2000, a énormément changé en devenant, curieusement d'ailleurs, à la fois un consommateur expert et un jardinier extrêmement novice. Donc on est sur des paradoxes. Et on peut essayer de s'interroger à la fin de cet entretien sur qui sera notre jardinier demain. Donc si vous êtes des personnes impliquées dans le commerce au niveau du jardin, on peut quand même essayer de réfléchir qu'aujourd'hui, on va dire que le profil moyen du jardinier amateur se situe au-dessus de la tranche de 45 ans. Si vous prenez les personnes qui ont entre 20 et 35 ans aujourd'hui et qui sont donc nos consommateurs de demain, je crains qu'ils ne soient pas particulièrement impliqués aujourd'hui dans le marché qui nous intéresse. Donc on a tous, moi en tant qu'homme de médias, vous en tant que professionnel du terrain, que vous soyez producteur ou dans la distribution, on a un rôle éminemment important à jouer, à savoir quoi ? Tout simplement intéresser ces gens qui pour l'instant savent à peine ce qu'est une plante vers notre marché, parce que sinon on peut s'inquiéter de l'avenir. Alors, cette genèse du jardinier amateur, enfin plutôt du jardin d'amateur, a eu deux grandes voies importantes qui l'ont permis de se construire. Eh bien, c'est d'abord l'accélération à l'accession en propriété individuelle, c'est-à-dire une maison avec un espace à jardiner, à cultiver. Et puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le passage de la ruralité à ce qu'on appelle la rurbanité, c'est-à-dire tout ce qui s'est développé autour des villes, notamment donc les zones pavillonnaires, avec des gens qu'on appelle aujourd'hui les rurbains. Si vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau politique, et notamment la fameuse loi Allure qu'on appelle aussi la loi Duflot, elle peut aussi constituer une menace relativement importante dont il faut tenir compte, à savoir la volonté politique aujourd'hui de densifier la ville, de ne plus conquérir aucun territoire vers l'extérieur, ce qui fait que la première conséquence, c'est réduction des surfaces individuelles de jardin. Donc, potentiellement, au niveau du business, ça veut dire aussi peut-être de modifier à terme les gammes de végétaux que l'on va être amené à proposer aux jardiniers amateurs. Parce que si vous avez un jardin qui passe de... On était dans les années 80-90 à une moyenne qui était autour de 560 mètres carrés le jardin d'amateur. Globalement, aujourd'hui, vous avez des PLU, donc des plans locaux d'urbanisme, qui limitent très souvent les jardins d'amateurs, les propriétés individuelles, excusez-moi, à environ 400 mètres carrés. Quand on dit 400 mètres carrés, c'est les parcelles dans lesquelles il faut inclure la maison. Donc ça veut dire que l'on est en train de réduire très sensiblement, de l'ordre de 40 à 50%, les surfaces moyennes des jardins à venir.
Donc, conséquence pour la production végétale, faudra oublier les cèdres du Liban ou alors prendre des variétés qui soient beaucoup plus compactes, ça c'est une certitude. L'urbanisation et la poussée de la population vers la ville fait exactement la même chose. Parce que en ville, là, les surfaces disponibles sont faibles, ou alors on va jardiner hors sol, ce qui veut dire aussi des végétaux plus compacts. Donc, dans les premiers propos que je vous ai tenus, à savoir donc la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'exode rural, il y avait donc surtout une volonté vivrière sur le jardin et au moment des années 60 environ, a commencé grâce à l'évolution du mode de vie, à avoir un changement radical du comportement du consommateur jardin, à savoir on est passé au jardin d'ornement. Le jardin d'ornement, on peut qualifier ça avec des guillemets, mais c'est quand même du luxe, parce que le jardin d'ornement ne produit rien. Donc il faut simplement dépenser pour se faire plaisir, et il faut être dans une économie, on va dire, efficace et dynamique pour que ça puisse fonctionner. Au milieu des années 70, l'accélération du développement des banlieues s'est faite, et on a vu apparaître ces fameux rues urbains qui constituent encore aujourd'hui le cœur de la clientèle jardin amateur. Or, par rapport à ce que je viens de vous dire, il est fort probable que demain, ce ne sera pas les rues urbains, mais les urbains qui seront nos jardiniers. Alors, deux mots quand même, pour quand même vous dire que là, je ne vous parle que du jardinier amateur, du jardinage d'amateur, qui est mon domaine dans lequel je travaille. Je mets de côté toute la partie jardin collectif, public, espace vert, municipalité, etc., qui, lui, va être complètement bouleversé de façon, je pense, là, très dynamique, mais aussi très technique, du fait de l'urbanisation. Parce qu'on sait très bien qu'il est impossible d'imaginer une ville aujourd'hui avec uniquement du béton partout. Donc on va forcément vers un développement de l'activité paysagère, de paysagistes urbains, qui doivent aussi devenir de plus en plus à la fois des experts de l'environnement végétal, de l'environnement tout court et de l'urbanisme. Donc ça, j'arrête cet aparté-là parce que c'est quand même pas là-dessus que j'excelle au niveau expertise. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On était en 70, en 80. En 80, rendez-vous compte, les études que l'on menait, alors quand je dis on, c'était l'ensemble des organismes professionnels, ont montré que le jardin était devenu le premier, enfin le jardin ou le jardinage était devenu le premier loisir des Français. Et c'est là qu'est apparu un concept qu'on avait lancé avec un certain succès, qui était le jardin plaisir. On est passé d'un concept jardin utile, jardin loisir, pour les premiers banlieusards, si je puis dire, au véritable jardin plaisir. C'est un concept qui est éminemment important et qui continue aujourd'hui. Pourquoi il continue aujourd'hui? Tout simplement parce que si vous interrogez un jardinier, quand je parle jardinier amateur, c'est pas les gens qui vont dans les fêtes des plantes, c'est pas les gens qui sont toujours fourrés sur Internet à s'intéresser aux plantes, non, c'est le grand public qui, au moment du printemps, se dit tiens, après tout, je mettrais bien 3 fleurettes sur mon balcon, ou je planterais bien quelques tomates dans mon petit coin de jardin. Ce sont donc des gens qui ont énormément d'autres chats à fouetter et beaucoup d'autres centres d'intérêt que le jardinage. Ils sont jardiniers ponctuels comme ça, et ils zappent comme on zappe tous aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui. Donc on est sur des gens qui vont avoir un intérêt jardinier lié essentiellement, alors ça je peux vous garantir que toutes les études que l'on montre, que l'on fait, sont majeures là-dessus, c'est, et vous le savez, c'est quoi qui dirige le jardinage d'aujourd'hui? Le jardinier, c'est le ciel. Il suffit qu'il fasse doux et beau au printemps, et là vous avez les parkings des jardiniers qui sont blindés avec des gens qui achètent des choses. Pourquoi? Parce qu'ils en ont une sorte de ressenti. Moi je me suis rendu compte avec le discours que je pouvais avoir souvent avec les jardiniers amateurs, enfin peut-être des plus amateurs, mais quand même qu'il fallait qu'ils soient stimulés. Alors quand on a un hiver un peu long, un peu froid, etc., là, dès les premiers beaux jours, crac, les gens ont envie de jardiner. Et puis la courbe monte jusqu'à la fête des mères globalement, et puis après ça commence à se ralentir, parce que on pense aux vacances tout simplement après. Donc le jardin, il faut bien y penser, c'est donc une activité. Je parle globalement, attention, hein, aujourd'hui, on est passé quand même en 40 ans de 8,5 millions de jardins à 14,5 millions. Donc on a eu une progression de 70%. On considère que pratiquement
6 Français sur 10, voire 7, on n'est pas toujours tous d'accord, ça donne un jour ou l'autre dans l'année au jardinage. Donc on touche énormément de personnes. Mais comme je vous le disais, l'intérêt, l'implication de ces personnes est plus ou moins modérée. Est-ce que vous avez une idée de l'année à laquelle est apparue la première jardinerie en France? 1964. C'est apparemment un peu vieux pour certains d'entre vous, mais sur un ensemble d'activités, c'est pas très ancien. Et l'offre n'a fait que s'accroître. Aujourd'hui, j'ai eu un chiffre hier qui venait de Nielsen. On compte un peu plus de 1800 magasins spécialisés jardin dans ce pays. Donc, vous avez en 40 et quelques, enfin non, 50, 60 c'est déjà 50 ans. On a quand même beaucoup progressé. Donc comme je vous le disais, donc ça c'était vraiment, pour moi c'est une obsession que nous devons tous avoir. Attention, le jardin, contrairement aux années 80 où on était donc tout en haut, ne fait plus aujourd'hui partie des préoccupations majeures et encore moins des loisirs. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on interroge donc beaucoup de jardiniers amateurs, on se rend compte que non seulement ils ont perdu les bases. Alors ça, c'est pas de leur faute, les pauvres, parce que si vous êtes encore, pour certains étudiants, ou il n'y a pas longtemps vous avez quitté l'école, vous allez vous rendre compte que dans le cursus normal scolaire, les sciences naturelles, enfin ça c'est parce que je suis un vieux jardinier, mais enfin bon, les sciences de la terre, de la vie et de la terre sont très peu enseignées. C'est paradoxal, puisqu'en fait, aujourd'hui, on ne parle que de quoi? Biodiversité, environnement, biotope, etc. Des notions que le public ne comprend absolument pas. Demandez, même à quelqu'un qui est en train d'acheter des pétunias ou des plants de salade dans une jardinerie, qu'est-ce qu'une plante? Posez cette question un jour. Essayez de leur demander comment vit une plante. Vous serez assez surpris. Donc, la connaissance basique du jardinier amateur moyen ne fait malheureusement que décroître. Donc il y a un challenge important à jouer, c'est la transmission intergénérationnelle, parce que ça je ne l'ai pas évoqué, mais il y a un phénomène extrêmement important qui joue aussi sur le comportement des jardiniers d'aujourd'hui, à savoir le fait que nous avons, je pense aujourd'hui, deux générations complètes de citadins 100%, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus aucune attache terrienne dans leur parentèle. C'était quelque chose de complètement impossible, alors non seulement pour des gens de ma génération, mais même pour au moins une génération qui a suivi. Parce que quand on a parlé tout à l'heure de l'exode rural, ça voulait dire quand même que les gens qui arrivaient en ville, ils avaient tous une base de connaissances terriennes. Ils avaient encore de la famille qui était horticulteur, ou qui était agriculteur, ou qui était éleveur, et ils savaient ce qu'était à peu près la terre, ils savaient ce qu'étaient les saisons. Regardez comment se passe le marché du jardin aujourd'hui. La concentration majeure des ventes se fait sur 3 mois, mars, avril, mai. Si vous êtes tous des professionnels du monde du végétal, vous savez très bien que la meilleure période pour planter les végétaux, c'est pas mars, avril, mai. Enfin, mars, ça pourrait encore aller, mais c'est essentiellement, normalement, l'automne. Et d'ailleurs, pour mon jardin, on avait fait une grande campagne il y a quelques années. Planter à l'automne, c'est bien mieux. Les racines, c'est la vie. On était contents de ça. On n'a pas été suivis du tout. Et pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens n'ont envie de jardiner que lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait doux. Ils n'ont pas envie d'être crottés jusqu'aux yeux pour faire un trou dans le sol pour planter un arbre. Donc, on a véritablement une modification profonde du comportement. Et nous autres professionnels qui vivons au quotidien auprès des végétaux, on a du mal à percevoir ça. Parce qu'on n'a pas ce ressenti-là. Les plantes, on sait ce que c'est, les plantes, on les aime, les plantes, on les fait pousser. Donc attention, on s'adresse aujourd'hui à une clientèle qui non seulement a une motivation relativement restreinte et liée à une sensation, je veux dire, complètement à un environnement extérieur, et pas à une volonté profonde, et on a en plus des gens face à nous qui ne savent absolument pas quoi faire avec tout ça. Alors vous allez vous dire, le tableau, bon sang, hein. Ben on va essayer de positiver parce que, alors, pour l'instant, si on regarde simplement les chiffres de marché, ce que je vais vous dire, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, pour quelle raison
alors qu'on nous bassine en permanence sur l'importance du végétal, les plantes c'est la vie, les plantes avec la photosynthèse ça vous amène de l'air pur, les plantes ceci, les plantes cela, dans la cosmétique, dans les jours, en permanence vous avez les plantes. L'environnement, le jardin qui peut être effectivement un petit biotope magnifique pour avoir de la biodiversité. Quand on me parle de biodiversité dans le jardin, je dis attendez, c'est même pas la peine d'en parler. Par définition, un jardin, c'est un lieu de biodiversité. Personne n'a une seule plante dans son jardin. On ne fait pas même dans un potager, on n'est pas dans de la monoculture. Donc on est forcément à créer de la biodiversité. Mais parler de ça à un amateur, mais il est out de ça. Et donc le marché ne bénéficie pas de toute cette poussée politique qu'il y a au niveau de l'environnement. Donc je pense que vous, en tant que professionnel, il faudrait peut-être avoir une réflexion autour de ça et de se dire comment je peux me raccrocher aux branches, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de ramener vers mon marché les préoccupations majeures des politiques et donc, on va dire, de la population d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même déjà un point très important. Après, il va falloir se dire, effectivement, comment va évoluer ce profil du jardin d'aujourd'hui et comment le consommateur jardin va pouvoir essayer de l'appréhender. Eh bien, il y a une chose qui est assez intéressante parce que nous avons créé cette année même une commission qu'on a appelée Jardin d'amateurs en ville, puisqu'on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et sans vouloir dévoiler cette étude qui sera présentée à nos adhérents le 10 mars prochain, je vais vous donner quand même un seul exemple. Donc on a fait une étude qualitative. La question était, est-ce que vous jardinez en ville? Pourquoi pas, etc. Je vais même vous donner deux voix. Première voix, ça se résume en une seule phrase. Le français adore les plantes et les jardins. Oh ça, il les aime. Mais pour le faire jardiner, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plantes qui, ne se taillent pas. Ça, on a fait une étude en 2010 sur quel jardin en 2020. Première chose qui inquiète le consommateur jardinier, la taille. Moi, à la radio, c'est la même chose. J'ai deux grandes préoccupations de mes jardiniers. Un, vous en doutez, c'est la parasitologie, donc les maladies, les machins, et deux, la taille. Donc, pour les producteurs qui doivent être un petit peu dans la salle, une obsession des plantes qui ne se taillent pas. Et des plantes qui ne sont pas malades, ça sera encore beaucoup mieux. Qu'attend donc le jardinier amateur? C'est aussi des végétaux qu'on n'entretiendra pas trop, donc qui aussi vont accepter mes erreurs, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment beaucoup envie de se plonger dans la littérature horticole et de devenir des experts, certains d'entre eux, heureusement, mais pas tous, et loin de là. Donc, il faut que ce soit des plantes qui aient, on va dire, un comportement assez souple. Trop d'eau, ça va, pas assez d'eau, je tiens le coup quand même. Et puis, ce qui nous est apparu d'une façon assez étonnante, c'est que les urbains, parce que là, on a interrogé pas les rurbains, on a interrogé les urbains. Ils veulent du végétal. Alors ça, pour ceux qui travaillent au niveau des espaceurs de ville, c'est très rassurant. Ils veulent absolument avoir une présence végétale dans leur univers. Mais ils n'ont pas besoin, et c'est ça qui nous a interpellés, ils n'ont pas besoin d'être en contact avec. Si la plante est sur mon balcon et que moi je suis très bien à l'abri derrière ma maison et mes portes-fenêtres et que je la vois, ça me suffit. C'est quand même une autre notion. On n'est plus dans la plante que je bichonne, etc. Donc on va presque aller à l'opposé de ce qui vient d'être annoncé aussi par le gouvernement au niveau des animaux. Ils ont fait passer les animaux du stade de meuble à être dotés de sensibilité. Là, on va dire que le public aimerait bien que les plantes passent au stade du meuble. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut avoir la perception. Il y a peut-être aussi d'ailleurs des ouvertures de marché assez intéressantes pour une nouvelle chose aussi. On a parlé tout à l'heure que le démarrage de cet univers, le démarrage de ce marché important, je rappelle 7,5 milliards d'euros quand même au niveau amateur, était la propriété individuelle. Essayez de poser la question autour de vous sur des jeunes qui commencent à être en couple. Est-ce que leur projection d'avenir radieux, qui était celui de ma génération, et celle d'avant et un peu celle d'après,
était donc d'avoir sa maison à soi, avec son jardin à soi. Aujourd'hui, on est dans une mouvance sociétale colossale qui fait que l'idée de propriété n'apparaît plus aussi majeure qu'elle pouvait l'être il y a quelques années, que donc le fait de posséder une plante, pourquoi? Pas forcément, mais en profiter. On est dans une société de jouissance, on est dans une société de... On n'est plus dans une vraie grande société de consommation, sinon ça se saurait au niveau économique, mais on est dans une société dans laquelle on veut profiter. Donc les gens veulent absolument profiter du jardin. C'est quelque chose qui leur fait du bien. Ils ne veulent pas s'en occuper. Et si ça ne leur appartient pas, ce n'est pas grave. Donc il y a certainement une voie ouverte vers des systèmes de location, des systèmes de variation aussi de saison. Parce que ce qui embête aussi souvent les gens, c'est de se dire « Ah ouais, mais alors mon balcon en ce moment, il n'est pas beau. Ah oui, mais il faudrait que je le plante, etc. » Non, si tout d'un coup, miraculeusement, ça pouvait se faire tout seul. Donc voilà des voies qui peuvent être assez intéressantes. Alors, sachez bien sûr que par rapport à la problématique économique du marché jardin, eh bien, il y a plein de tentations aujourd'hui d'achat. Il y a beaucoup aussi de dépenses presque devenues obligatoires. Là, je vois une petite dame qui fait son petit SMS, mais non, mais ça fait partie justement des concurrents, pas pour moi, mais pour le jardin. Donc du coup, tout cela qui coûte dans les familles, avec des enfants de plus en plus jeunes qui accèdent aussi à ces nouvelles technologies, avec de nouvelles technologies qu'on nous amène demain, et qui vont donner une sensation de modernité. Ce mot-là, on a intérêt, nous, à le jouer aussi. Le jardin, ça passe pas encore pour quelque chose de ringard. Le jardinage, je dirais peut-être pas pareil. Mais le jardin a besoin qu'on l'enthousiasme, le jardin a besoin qu'on le modernise, le jardin a besoin qu'on lui donne une image de quelque chose qui n'est pas simplement essentiel. Il y a des très très beaux slogans. Le végétal, c'est vital, c'est magnifique, ok. Nous, à Promo Jardin, on a lancé « Jardiner, c'est la santé ». Pareil, quelle était l'idée? C'est sûr qu'en faisant du jardinage, on fait une activité physique, c'est sûr qu'on peut se libérer moralement, c'est sûr aussi qu'on profite à l'environnement, n'empêche que on a eu quand même des résultats modérés. Donc attention à ne pas vouloir obligatoirement aller à l'envers des grands courants sociétaux, mais au contraire de surfer dessus de manière à pouvoir, on va dire, prendre le train en marche. Sinon, on va rester derrière, et là, je ne serai pas aussi optimiste que ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet rapidement parce que j'avais qu'une demi-heure. S'il y a 2-3 questions, je veux bien sûr y répondre. N'ayez pas peur, hein, je ne mords pas. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des urbains qui seraient nos jardiniers. Je n'ai pas trop compris en fait. Il y a un transfert de l'extérieur des villes vers l'intérieur. En 2025, 80% de la population française vivra en ville. Donc ça veut dire que si l'on veut conserver, aujourd'hui j'ai dit, il y a à peu près 60 à 70% des Français qui s'adonnent à un moment donné de l'année au jardinage. Si on veut les garder ceux-là, parce que c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous font l'économie, il faut les transporter dans, enfin, il faut nous transporter dans le milieu où ils vont vivre. À savoir que c'est pour ça que j'ai insisté sur des végétaux compacts, c'est pour ça que j'ai insisté sur des plantes qui sont très faciles à vivre et qui en plus, après toutes les contraintes de la ville, il faut que ça pousse bien dans les milieux un peu pollués, il faut que ça accepte parfois les courants d'air, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez, eh bien ça, il faut vraiment en tenir compte parce que c'est là que va se déplacer notre marché. Parce que regardez bien, la politique qui est menée, je vous ai parlé des PLU qui se réduisaient, mais vous avez des villes, je peux citer Niort par exemple, où la volonté de la municipalité est de récupérer les terrains qui appartiennent à des personnes devenues âgées et qui ont encore un grand pavillon et qui ont encore un grand terrain, et on vient les solliciter pour leur dire « Dites donc, vous ne croyez pas que vous habitez dans un truc un peu trop grand là? Ça serait quand même pas mal, on a des super appartements, vendez votre maison. » Ils vendent les maisons, ils vendent les terrains, récupération, et qu'est-ce que l'on fait? Du collectif dessus. Notre marché du jardin n'est pas développé sur le collectif, même si, comme je vous disais, on a une projection intéressante demain par rapport à l'espace vert, comme on dit en général, donc au marché professionnel du jardin. Mais encore une fois, moi je vous parle du marché d'amateur parce que c'est le monde que je connais le mieux. Une autre question?
2, 3. Eh ben, merci beaucoup. J'étais très content de vous avoir parlé. Et rendez-vous donc dès le samedi matin, 6 h sur RMC.